Tu vas bien depuis notre petite virée au Liban. Petite virée au Liban qui était sympathique. Ouais. Oui. Ouais. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ouais. Alors tu as sorti un livre au titre provocateur récemment, L'effroyable imposture 2. Oui, c'était une manière de dire que d'abord je continue, j'assume ce que j'ai fait avant, je ne reviens pas dessus. Et qu'en même temps, je poursuis ce travail de compréhension de la manière dont l'Empire fonctionne, de la manière dont le mensonge se répand. Et là, en appliquant à un autre sujet de recherche que ce que j'avais fait jusque-là, en m'intéressant à ce qui se passe au Proche-Orient et particulièrement au Liban. Oui, parce que le titre faisait penser que c'était la suite du premier. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'était une astuce marketing, mais en réalité, l'effroyable imposture 2, c'est sur le redécoupage du Moyen-Orient. Oui. C'est moins sulfureux que l'effroyable imposture 1. Je ne sais pas si c'est moins sulfureux, enfin pour eux c'est peut-être moins choquant pour tout un tas de gens, et pour moi c'est bien la continuité du premier, c'est-à-dire j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être que le remodelage du Grand Moyen-Orient, bon ça touche moins les gens, peut-être ça paraît lointain, alors que les attentats du 11 septembre, on a vu ça en boucle à la télé, donc ça nous paraissait presque intime. Hein. Mais je crois que le scandale est tout aussi important. Les deux affaires seraient liées. C'est pas qu'elles sont liées, c'est que c'est un mode de gouvernement en fait. Voilà. Donc d'un côté, on est capable d'assassiner sa propre population pour pouvoir instaurer un régime militaro-policier et partir à la conquête du monde. Et d'un autre côté, cette conquête du monde, elle est elle-même basée sur la destruction de masse, l'invasion militaire, le chaos, voilà. Et donc on est bien dans le chapitre 1, chapitre 2. Absolument, respecter le truc. Oui, oui. Alors moi pour les gens qui te connaissent que de nom et qui ont subi le travail de diabolisation, parce que c'est comme ça que ça marche, tu fais partie des gens aujourd'hui qui font peur aux mères de famille. Oui. Hein. Enfin, ici en France, il y a des endroits où au contraire, je rassure. Oui, je parlais de la France. Moi il se trouve que j'ai lu tes bouquins. Alors parce que je pense que c'est important pour comprendre. Moi, je t'avais vu chez Ardisson. Tu avais fait une très bonne prestation. Et j'avais commandé le bouquin par Internet, ce qui est devenu une de mes habitudes. Et il y avait un délai de livraison de 15 jours parce qu'il était en rupture de stock, parce que ça a très très bien marché. Et entre-temps, sont sortis un certain nombre d'articles qui te ridiculisaient, notamment une couverture de Marianne qui disait « Révélation, le pape serait derrière les attentats du 11 septembre ». Et là, moi, qui suis pourtant un mec entraîné, si tu veux, je me suis dit, je me suis fait baiser, j'ai commandé ce livre débile, j'ai fait une connerie. Mais comme je l'avais commandé, je l'ai reçu. C'est-à-dire que si j'avais suivi la procédure qui consiste à aller dans une librairie, je n'y serais pas allé. Et quand je l'ai reçu, je dis maintenant que je l'ai reçu, je vais quand même le lire pour voir. Tu l'as lu tout de suite quand même. Et je l'ai lu. Et puis quand j'ai lu, j'ai trouvé que c'était une compilation de tous les gens sérieux aux États-Unis qui contestaient la version officielle du 11 septembre. Je me suis dit, ce livre est quand même très sérieux. Il pose, je sais pas sur les conclusions, j'en sais rien, mais et là je me suis dit, j'ai encore failli me faire avoir parce que si j'avais pas commandé le bouquin et que je ne l'avais pas lu, j'aurais pensé comme tout le monde. Quand je parle aux gens, je dis Thierry Messant, les gens ils éclatent de rire, quoi, tu vois. Et ce qui prouve bien que cette mécanique est très très efficace parce que j'ai réchappé au piège par hasard. Et donc j'incite quand même les gens qui ont des préjugés sur toi et d'autant plus de préjugés qui n'ont jamais rien lu de toi et qu'ils pensent que tu es la personne décrite par les médias, de lire ces deux bouquins. Comme ça, ils jugeront en conscience. Oui, Sachant d'ailleurs que le deuxième, si tu ne l'avais pas titré L'effroyable imposture 2 et que tu avais signé d'un autre nom, tu aurais pu avoir une grande couverture par la presse parce que l'histoire du redécoupage du Moyen-Orient, c'est très rigoureux, pas du tout. C'est même pas sulfureux. C'est évident, quoi. C'est évident, mais ça présente une réalité qui est très très difficile à accepter parce que quand même c'est un mode de domination qui est d'un cynisme et d'une violence ahurissante. Donc c'est peut-être un peu difficile pour nous de dire oui, notre meilleur allié, les États-Unis, se comporte de cette manière. Et tu peux nous en dire un peu plus alors sur le... Oui, alors ce deuxième livre en fait aborde plusieurs thèmes pour arriver à comprendre ce qui se passe dans cette région du monde. Bon. Il y a d'abord un passage sur la question des médias où j'explique qu'un système d'intoxication médiatique a été mis au point par les ministères de la Défense des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Israël, et que ce système est coordonné
Donc ils lancent des fausses informations qui sont reprises par certains journaux, on fait du battage et on arrive à faire passer des messages vraiment très très éloignés de la réalité. Alors, on a en tête faire des armes de destruction massive en Irak, mais il y a beaucoup d'autres choses. Bon, et la manière, si tu veux, dont aujourd'hui on est en train de nous vendre la bombe atomique en Iran, c'est exactement le copier-coller de ce qu'on avait fait pour l'Irak. C'est tout aussi absurde, il n'y a strictement aucune base à cette accusation. Elle est démentie totalement par les inspections de l'ONU, mais c'est pas grave, on va continuer à la développer. Voilà. Donc je donne moi d'un certain nombre d'exemples de cette nature. Ensuite, je m'intéresse à la manière dont s'est déroulée la dernière guerre au Liban, il y a un an. Donc là, c'est parti de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri et d'une mise en scène qui vise à nous faire croire qu'il a été assassiné par la Syrie. Ce que, alors, vraiment, tout le monde reprend en chœur sans se poser la moindre question, et le reprend dès les heures qui suivent l'explosion, avec personne n'a mené la moindre enquête, mais c'est pas grave, on sait déjà qui est le coupable. Hein. Donc j'explique comment tout ça a été, pourquoi ça a eu lieu, quel est le but de cette opération, et la manière dont ça débouche sur l'attaque israélienne sur le Liban. Je décris le nouveau mode opératoire de l'armée israélienne, la manière dont elle échoue, etc. En fait, si je fais le candide là, pour les gens qui écoutent, il fallait pour qu'Israël puisse attaquer le Liban que l'armée syrienne soit partie, en gros. Et l'affaire Hariri a mené au départ de la protection syrienne sur le Liban. Il y avait deux hypothèses. Soit l'armée syrienne se maintenait sur place, et dans ce cas, ce n'est pas Israël qui aurait attaqué, ce aurait été les États-Unis qui attaquaient. Ils étaient déjà prêts à débarquer. Il y aurait eu un débarquement des Marines, une attaque à la fois du Liban et de la Syrie. Tout avait été voté par le Congrès pour ça, tout était prêt. Bon. Soit la Syrie se retirer du Liban, hein, où elle était présente à la suite d'accords internationaux, hein, non pas, ils n'occupaient pas le Liban comme ça, hein. Soit ils se retiraient du Liban, et dans ce cas-là, le Liban était à nu, et Israël fonçait dessus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, oui. Alors, j'essaie de replacer ça dans un contexte, et un contexte qui tient compte d'éléments rationnels et d'éléments irrationnels. Les éléments rationnels, c'est le contrôle des ressources dans cette région, bon, principalement le pétrole, bien sûr. Et là, avec une option qui est de dire, aux États-Unis, ils pensent, et je donne tous les extraits des penseurs sur le sujet, hein, que ce qui compte, c'est le contrôle du sous-sol. Donc malheureusement, il y a des gens qui habitent là, mais ces gens ne cherchent absolument pas à les intégrer dans un empire colonial. Ils sont là par hasard, ils sont là en trop. Donc, tout doit être fait pour les éliminer, pour les faire fuir. Et ils avaient l'idée qu'en les dressant les uns contre les autres, ils se battraient contre eux et ils laisseraient les troupes des États-Unis et d'Israël tranquilles. Donc voilà, on a choisi volontairement le chaos. Bon. Et il s'avère que ça ne fonctionne pas du tout comme prévu, puisqu'on voit en Irak, plus c'est le chaos, en fait, plus il faut que les États-Unis amènent de troupes. Bon. Mais ils avaient pris cette option au départ. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les États-Unis, en fait, sachant qu'il est très difficile aujourd'hui de contrôler un pays loin de chez soi, il y a un moyen, quand on ne peut pas contrôler un pays, c'est de faire en sorte que ce pays n'existe plus et implose. Voilà. Donc on peut dire que même l'échec militaire des États-Unis peut être un succès politique, dans la mesure où au moins l'Irak a disparu en tant qu'entité autonome. Et cet échec militaire était bien voulu par les militaires eux-mêmes. C'est écrit dans leur... voilà, c'est important. Donc c'est pas tant un échec que ça. Non. Le but a été atteint. Oui, mais par ailleurs, il n'a pas été atteint avec les conséquences qu'ils espéraient. Et ils sont pris au piège des conséquences qu'ils ont provoquées. Voilà. Puisqu'ils pensaient que ça leur permettrait de tenir le pays avec très peu d'hommes. Et ça s'avère faux. Et puis, je dis, il y a des mobiles tout à fait irrationnels dans cette affaire, qui sont les liens particuliers entre Israël et les États-Unis. Et là, je retrace l'histoire de la création de l'État d'Israël, qui est une histoire très différente, quand on veut bien regarder les sources, les documents, qui est très très différente de celle qu'on nous vend d'habitude.